Alors par rapport à la vidéo que nous venons de voir, qui pose le dilemme, en effet pourquoi, alors que les nageurs vont plus vite sous l'eau qu'en surface, les 3/4 des nageurs de très haut niveau refont surface juste après le virage, à peu près à hauteur de 5 mètres, alors que peu, un quart, restent plus longtemps, ils jouent immergés et nagent finalement plus vite. Alors c'est un dilemme qu'on va formaliser, en théorie des jeux, on formalise sous forme de matrice. Là, on identifie deux tactiques, ce sont deux choix. Le premier choix, c'est de rester immergé plus longtemps. Donc on va coder ce choix couler ou refaire surface, on va coder ce choix surface. Donc une matrice, c'est comme un tableau à deux entrées avec nos deux tactiques, couler ou surface, qui signifie le nageur qui reste profondément immergé longtemps et celui qui revient en surface plus tôt. Comme les nageurs sont au moins 2, on va placer en colonne un deuxième nageur ou alors les 7 autres nageurs si jamais ils sont à 8 à nager en même temps, comme c'est souvent le cas. Pour simplifier, on va faire un nageur, le nageur ligne qu'on va appeler Louis, contre le nageur colonne qu'on va appeler Claude. Alors le nageur colonne, lui aussi, il a deux tactiques possibles, couler ou surface. Qu'est-ce qu'on observe? Si les deux nageurs jouent la surface, remontent après les 5 mètres, c'est pas mal. Au niveau cardio-respiratoire, ils peuvent ventiler facilement, mais on sait que ce n'est pas la tactique pour nager le plus vite possible. On va donc le coder moyen. Si Louis joue en surface alors que Claude, lui, reste immergé, on l'a vu sur la vidéo, celui qui reste immergé, c'est mieux. Donc on va dire que pour Claude, c'est bien, donc je mets une flèche vers le haut, alors que pour Louis, c'est moins bien, je mets une flèche vers le bas. Et on voit bien que ce qui se retrouve ici, de façon symétrique, on va le voir là, mais de façon inversée. Donc ici, pour Louis, ça va être très bien, alors que Claude, ce sera très négatif. Il reste une dernière case là, à laquelle on n'a pas pensé. C'est si tous les nageurs restaient immergés. Qu'est-ce qui se passerait? En réalité, l'avantage de rester en coulée alors que les autres sont en surface, c'est qu'on passe sous la vague des autres. Et donc on n'est pas impacté par les remous générés par les nageurs de surface. Mais si tous les nageurs restent immergés, il n'y a plus d'effet de vague. Finalement, l'avantage qu'on avait par rapport aux joueurs surface s'anéantit. Et dans ce cas-là, il risque en plus d'y avoir le risque de passer au-delà de la ligne des 15 mètres réglementaires, parce que les nageurs ont droit à rester en coulée de façon obligatoire, maximale de 15 mètres. Donc le fait de jouer en coulée de façon synchrone risque de les pousser à la course à l'armement et à la disqualification s'ils dépassent la ligne des 15 mètres de coulée. Pour cela, on met cette tactique négative. Pourquoi? Il y a à la fois l'asphyxie, on n'a pas le gain de vitesse assuré par la différence liée au fait qu'il n'y a plus de remous de vague, et puis on risque la disqualification. D'ailleurs, plusieurs nageurs, les deux qu'on a vus dans la vidéo précédemment, Michael Phelps et Ryan Lochte, en compétition, tous les deux se sont fait avoir en restant tous les deux immergés, l'un des deux étant disqualifié. Donc voilà la première forme de formalisation. Pour passer à l'étape suivante, on va mettre des chiffres. On va mettre des chiffres pour calculer et montrer la meilleure attitude possible face à cette situation. Alors, pour le gain de vitesse, on va par exemple coder plus 5 points. On verra tout à l'heure que ces chiffres ne sont pas choisis par hasard. On a dit tout à l'heure à l'initiale que les 3/4 des nageurs remontaient en surface rapidement. Maintenant, il y a l'asphyxie. On va compter moins 4 points. Parce qu'en effet, l'asphyxie, ça se travaille. On peut travailler en hypoxie, on peut tenir l'asphyxie, alors que le gain de vitesse est lié à des problèmes biomécaniques et hydrodynamiques qui sont difficilement résolus. Donc moins 4 points pour l'asphyxie, gain de vitesse plus 5, et puis égalité tactique. On va le coder 0 points. Donc à partir de ce codage-là, on va proposer la même matrice que celle-ci, mais cette fois-ci en intégrant des scores. Donc je la dessine en vert ici, on a coulé,
on a surface. Alors ici, coulée contre coulée, on a asphyxie contre asphyxie, on a égalité tactique, donc il n'y a pas de gain de vitesse puisqu'on a égalité tactique, donc ça va être -4, -4. Le premier chiffre dans la case correspond au score de Louis, et le deuxième chiffre dans la case correspond au score de Claude. Donc -4, -4. Généralement, en théorie des jeux, on écrit comme ça, avec une parenthèse et une virgule entre chaque chiffre. Si les deux sont en surface, ils remontent plus tôt. Il y a égalité tactique, 0-0. Il n'y a pas d'asphyxie puisqu'il remonte très tôt. Il n'y a pas de gain de vitesse. Donc là, on va écrire 0, 0. Maintenant, si l'un remonte en surface et que l'autre reste en coulée, celui qui remonte en surface, ici, perd de la vitesse par rapport à celui qui est en coulée. Et par contre, il n'a pas d'asphyxie. Donc comme il perd de la vitesse, l'autre a 5 points, donc lui c'est -5. Par contre, lui, il n'est pas asphyxié, il n'a pas -4, mais il a +4. Ce qui fait qu'ici, ça lui fait -1 point. Et l'autre nageur, +1 point. Voilà le score correspondant. Et de façon symétrique, on observe le cas proposé dans la case en haut à droite. Voilà la formalisation du jeu au départ. Et à partir de cette matrice de satisfaction, nous avons modélisé le jeu. Une modélisation, c'est une représentation simplifiée de la réalité, donc c'est une simplification. Faire attention qu'elle corresponde au mieux aux observations. Et à partir de ça, nous allons tenter de résoudre le jeu pour voir ce qu'auraient dû faire les nageurs. À présent, j'ai recopié la matrice précédente que nous avons formalisée et nous allons essayer de trouver la meilleure solution. Pour ce faire, nous allons d'abord utiliser un concept qu'on appelle le maximine. Le maximine qui signifie le maximum du minimum de satisfaction au cas où le pire arriverait. C'est la tactique du moindre mal, c'est la tactique prudente. Certains appellent ça la tactique des vieux en théorie des jeux. C'est celle d'une très grande protection qui garantit le fait d'éviter le pire. On la doit à von Neumann, John von Neumann, qui est l'inventeur de la théorie des jeux et dont l'étudiant le plus connu que lui-même, qui s'appelle John Nash, nous le reverrons après tout à l'heure. Donc le maximine consiste à repérer l'attitude comportementale la plus prudente qui soit pour éviter le pire. On va se mettre du point de vue de Louis. Donc Louis est le joueur en ligne et par conséquent, je ne m'intéresse qu'aux scores qui sont à l'intérieur des cases en première position. Et j'ignore de fait les autres. Je ne m'intéresse plus aux autres. Louis a deux tactiques. Soit il joue coulé, il reste immergé longtemps, plus longtemps que les autres, ou alors il remonte en surface rapidement. Donc deux choix possibles. Imaginons les deux cas de figure. Premier cas de figure, il reste immergé. Au pire, ici, il aura -4 ou +1. Le pire des deux, c'est -4. Et c'est de toute façon le pire de la matrice. Par contre, s'il revient en surface, deuxième tactique possible, il aura au pire -1 ici, ou 0, -1 étant le pire qu'il puisse avoir en choisissant surface. Donc son maximine, on l'écrira comme ça, c'est le maximum entre -4 et -1, donc c'est -1. Il va rechercher, s'il veut être très prudent, à jouer pour obtenir -1, qui est son maximum. Et pour obtenir -1, il faudra qu'il joue surface. Donc la solution du jeu pour von Neumann, quand il applique la théorie du maximum, consiste à conseiller aux nageurs de refaire surface rapidement aux 5 mètres après les virages. C'était la première façon de résoudre le jeu. 2, 1, top. Nous allons maintenant voir une deuxième façon de résoudre le jeu, un petit peu plus technique, un peu plus difficile, que l'on doit encore à John von Neumann. Là, on réfléchit à un comportement un peu paranoïaque. Quelqu'un qui aurait vraiment peur que l'autre, Claude, joue contre moi, Louis, de façon délibérément, intentionnellement,
à me détruire, à me faire perdre. Donc anticipant le fait que nous sommes entourés d'ennemis, c'est pour ça qu'on dit souvent que c'est un comportement paranoïaque, von Neumann suggère cette autre façon de résoudre le jeu qu'il appelle le minimax, le minimum du maximum. Et en fait, le minimax, c'est rendre minimum le maximum de ce que l'autre peut faire. Donc cette fois-ci, par rapport à la théorie du Maximin, on fait preuve d'empathie, c'est-à-dire qu'on se projette dans ce que l'autre peut faire, donc on s'intéresse quand même à Claude, même si on va toujours prendre le point de vue de Louis. Donc il y a ces deux choix, jouer coulé ou jouer surface. Donc on va toujours s'intéresser à ces premiers chiffres dans la parenthèse. Donc même si je m'occupe du point de vue de Louis, j'anticipe ce que Claude pourrait faire. Premier cas de figure, Claude pourrait jouer coulé. Et auquel cas, j'aurais -4 ou -1, moi, Louis. Et le mieux des deux que je pourrais avoir dans ce cas, ce serait -1, je le souligne. Et puis Claude pourrait également jouer surface, et auquel cas j'aurais soit +1, soit 0. Le pire qui pourrait m'arriver, ce serait 0, et le mieux, c'est +1. Cette fois-ci, je m'intéresse au mieux. Et le minimax consiste à jouer le minimum entre -1 et +1, ce que j'ai souligné. D'accord ? J'ai pris le meilleur de la première colonne et j'ai pris le meilleur de la deuxième colonne. J'inscris les deux et je prends le minimum de ces meilleurs. Le minimum entre -1 et +1, c'est encore -1. Voilà. Et cette façon de jouer s'appelle le minimax. Et pour jouer -1, eh bien c'est exactement comme tout à l'heure le Maximin, je vais devoir jouer surface. Donc Louis a intérêt à jouer surface s'il est paranoïaque et qu'il anticipe le fait que Claude cherchera à lui faire éviter le mieux qu'il puisse avoir. Il garantira une certaine sécurité en jouant surface. Top. Nous allons voir maintenant une autre façon de résoudre le jeu. Troisième façon de le résoudre avec l'étudiant de John von Neumann, un autre John, qui s'appelle John Nash. Alors c'est le plus célèbre nom des théoriciens des jeux, en grande partie parce qu'il était complètement schizophrène, qu'il a été interné, et puis au sortir de son internat, alors qu'il était déjà âgé et qu'il avait finalement peu produit sur le plan scientifique, il a eu le prix Nobel en 1994. Il est mort récemment dans un accident de taxi, et John Nash a défié son professeur John von Neumann avec son célèbre équilibre, l'équilibre de Nash. Alors voyons ce qui le caractérise en reprenant la matrice que nous utilisons depuis tout à l'heure. Donc c'est une troisième façon de résoudre le jeu dont on va voir qu'elle est finalement plus robuste que les précédentes. L'idée de John Nash, c'est de trouver une solution telle qu'aucun des joueurs n'a intérêt à changer de tactique si l'autre maintient la sienne. On voit la différence par rapport à ce que faisait John von Neumann. John von Neumann s'intéressait à un joueur, soit un joueur complètement isolé, Maximin, qui réfléchissait pour garantir d'éviter le moins pire, ou alors qui anticipait le coup de son adversaire qui pourrait être délibérément agressif. Là, pour Nash, on ne peut pas résoudre un jeu en considérant un joueur en isolé. Chaque joueur doit s'occuper de lui et du groupe en même temps. Pour cela, on résout le jeu en passant de case en case et en réfléchissant à savoir si à chaque fois, il y a un des deux joueurs qui a envie de changer de tactique, si l'autre maintient sa tactique. Prenons cette première case, en haut à gauche, emblématique, -4, -4. On se doute quand même d'entrée de jeu que ça ne va pas être un équilibre de Nash, car évidemment, les deux joueurs ont envie de s'écarter unilatéralement de ce résultat. Imaginons le joueur Louis. Il a -4 ici. Si jamais il change de tactique alors que l'autre maintient sa tactique coulée, il passe de -4 à -1. -1 est mieux que -4. Donc il a intérêt à partir de -4. Donc -4 n'est pas un équilibre de Nash. De la même façon, évidemment, lui, le joueur Claude, qui a -4 en jouant coulé, si jamais il change de tactique, c'est-à-dire il passe en surface alors que l'autre continue à jouer coulé, il passe de -4 à -1. Il améliore son score de 3 points. Donc ça n'est pas un équilibre de Nash. Prenons une autre case qui a l'air beaucoup plus séduisante, 0-0.
Est-ce que c'est un équilibre de Nash? On refait la même procédure, il faudra la faire systématiquement pour trouver l'équilibre de Nash. 0 est séduisant. Est-ce que moi, si je suis Louis et que je change de tactique, quand l'autre maintient sa tactique de surface, est-ce que j'ai intérêt à faire ça? Je passe de 0 si je joue surface, mais plus 1 si je joue coulé. Et bien donc j'ai intérêt à changer de tactique. Et donc ça, bien que ce soit séduisant, ça n'est pas équilibré. Et lui aussi, il aurait intérêt à changer de tactique si Louis maintient sa tactique de surface. 0-0 n'est pas un équilibre de Nash. Il nous reste 2 cases avec l'assurance. C'est la thèse de John Nash que tout jeu, quel qu'il soit, possède toujours au moins un équilibre de Nash. Alors cette case-là, je vais changer de stylo pour que vous le voyez bien, en marron. Nous allons prendre le cas de figure pour Louis et pour Claude. Si vous êtes Louis et que vous êtes en situation d'avoir -1 en jouant surface, est-ce que vous gagnez plus en vous écartant de cette tactique? Non, vous passez de -1 à -4, -4 est pur, et pire, vous êtes donc content d'avoir -1. Vous restez ici. Lui, est-ce qu'il a intérêt à changer de tactique si vous, Louis, vous maintenez la surface? Il a +1, et s'il s'écarte, il tombe à 0. 0 est moins bien que +1, donc +1 est plus satisfaisant. Voilà un équilibre de Nash. Aucun des deux joueurs n'aura intérêt à changer de tactique si l'autre maintient la sienne. Et de façon symétrique, on observera un deuxième équilibre de Nash, ici +1 et -1. Aucun des deux joueurs n'a intérêt à changer de tactique si l'autre maintient la sienne. Ce qu'on vient de trouver ici, c'est un équilibre de Nash, donc il y en a 2 dans cette matrice, sur un coup, c'est-à-dire sur une façon de jouer en stratégie pure, c'est comme ça qu'on dit en théorie des jeux. Donc 2 équilibres de Nash. En stratégie pure. Alors la stratégie pure correspond à la résolution de façon tactique, sur un choix, sur un coup. Nous allons voir dans la vidéo suivante la résolution du jeu en stratégie mixte, c'est-à-dire en introduisant un jeu de probabilité si jamais les nageurs étaient amenés à se rencontrer un certain nombre de fois. Nous allons maintenant passer à l'aspect le plus difficile de la résolution du jeu, pour trouver d'une 4e façon la résolution de cette matrice qui oppose Louis à Claude dans un duel entre coulé et surface. Là, c'est toujours Nash qui va nous aider, mais en stratégie mixte. La stratégie mixte consiste à répéter le jeu un certain nombre de fois, ce qui fait qu'on introduit ce qu'on appelle des probabilités. Alors suivez bien la démarche, vous devrez toujours procéder de la sorte pour résoudre le jeu de façon mixte, en sachant que tout jeu a forcément un équilibre de Nash. Il peut y avoir des jeux avec un équilibre de Nash en stratégie pure, ce qu'on a vu dans l'autre vidéo, mais qui ont aussi une résolution en stratégie mixte. Il peut y avoir des jeux avec uniquement un équilibre de Nash en stratégie mixte. Tout est possible, il y en a toujours au moins un. Ce qui compte, c'est trouver l'équilibre qui donne la meilleure solution, la meilleure espérance de gain aux joueurs. Quelle est la situation? Imaginons Louis, qui va jouer un certain nombre de fois face à Claude. Claude va jouer coulé avec une probabilité P. Donc on pose cette probabilité P comme étant la probabilité que Claude a de jouer coulé. Probabilité, c'est entre 0 et 100%, 0 et 1. Donc la norme, c'est que toujours une probabilité, c'est entre 0 et 1. Donc, comme P est posé pour couler, la probabilité de jouer surface, ce sera 1 moins P. C'est-à-dire 100% moins la probabilité qu'on a déjà prise à côté. Donc rien de difficile, c'est toujours comme ça. Donc si c'est 60% ici, ce sera 40% ici. À partir du fait d'avoir posé ces probabilités dans la matrice, on va pouvoir calculer l'espérance de gain pour Louis. Donc je m'intéresse toujours à l'espérance pour Louis. L'espérance de gain pour Louis, si il joue coulé.
eh bien je vais multiplier la probabilité de ce que fera Claude par le score aspiré par lui. Donc on va trouver moins 4 fois P, je multiplie ça par ça, plus 1 multiplié par 1 moins P. Une fois que vous avez ça, vous simplifiez évidemment. Moins 5P plus 1. C'est l'espérance de Louis s'il joue coulé en posant ce système de probabilité. Voyons maintenant l'espérance toujours de Louis s'il joue surface. Donc l'espérance de Louis si surface est compte tenu toujours des mêmes probabilités que Claude joue P et 1 moins P. Cela fait moins 1 fois P plus 0 fois quelque chose, ça fait toujours 0. Donc ça fait moins 1P. Et alors l'idée de John Nash, alors il ne doit quand même pas son prix Nobel à cette idée, mais elle était très judicieuse. C'est que puisque son but, c'est qu'aucun des joueurs n'ait intérêt à changer de tactique si l'autre maintient la sienne, il va trouver l'espérance si coulée équivalente à l'espérance si surface. En posant espérance si coulée égale espérance si surface, il est sûr que là, Louis n'aura pas intérêt à changer de comportement tactique. Et il se fondera sur le calcul des probabilités de Claude de jouer coulé ou surface. Donc l'idée, c'est qu'il va poser ça est égal à ça. Donc moins 5P plus 1 est égal à moins 1P. Alors on fait passer les choses de part et d'autre. Donc ça fait moins 4P est égal à moins 1. Et donc vous avez P qui est égal à 1 quart. 1 quart, c'est quoi? C'est ça. Et c'est la probabilité, non pas de Louis, mais la probabilité que Claude doit avoir à jouer coulé pour maximiser ses gains et minimiser ses pertes de façon équilibrée. Et vous voyez que s'il joue une fois sur 4 coulées, ça veut dire qu'il doit jouer 3 fois sur 4 surface. Et 3 fois sur 4, souvenez-vous de la vidéo, c'est ce qu'on a observé à haut niveau. En réalité, les sportifs de haut niveau, si on accepte cette formalisation que nous avons suivie depuis le départ, jouent de façon nashienne, c'est-à-dire qu'ils se comportent de sorte de rationaliser leurs gains en jouant 3 fois sur 4 surfaces. Et ainsi, leur espérance de gain, il suffit de remplacer un quart dans une des deux équations. Donc vous avez cette équation ici et cette équation-là. Celle-ci est plus petite. Elles sont égales, hein, donc je vais prendre celle-ci puisqu'elle est plus petite. Donc je mets P égale 1 quart, ce qui fait moins 1 quart. Donc l'espérance de gain, en jouant l'équipe de Nash en stratégie mixte, permet aux joueurs d'obtenir moins 1 quart. Et moins 1 quart, pour tout le monde, c'est mieux que finalement plus 1 pour l'un et moins 1 pour l'autre. Parce qu'en stratégie pure, on avait vu qu'il y avait deux équipes de Nash, mais qui étaient sous-optimaux. C'est-à-dire qu'il y en avait un qui était plutôt très satisfait, plus 1 c'est extraordinaire, et l'autre qui était plutôt insatisfait avec moins 1. Là, tout le monde a moins 1 quart, et on garantit un équilibre beaucoup plus stable. Ça, c'est le résultat optimum qu'on obtient en stratégie mixte. Pour finir, sachez que ce modèle s'apparente à ce qu'on appelle un modèle de jeu d'évolution, de chicken game ou de colombe versus faucon.